On dit beaucoup évidemment que le Covid nous a fait rentrer dans le monde de demain. Ce monde de demain, on y est peut-être déjà aujourd'hui, et finalement c'est un monde qui est figital, on le voit de plus en plus. C'est un monde donc qui est hybride entre physique et numérique. Évidemment, ce contexte-là pousse l'immersif et entraîne son développement naturel. On le voit avec des expositions qui se passent maintenant en réalité virtuelle, on y reviendra. On le voit avec des visites d'appartements qui se font de matière complètement virtuelle aussi ou qui l'ont fait pendant les confinements successifs. Et on le voit également avec des réunions qui commencent à se tenir dans le métaverse. On y reviendra peut-être aussi. Donc on le sent bien, on est à l'orée d'une révolution. Cette révolution, elle est à la fois technologique, elle est également dans les usages, avec des cas d'usage justement qui se développent dans tous les secteurs de l'économie. Et finalement, c'est l'ensemble de notre économie qui est amené à évoluer sous l'effet de l'immersif ou avec l'inclusion de l'immersif qui devient finalement une nouvelle réalité. Pour autant, cette évolution ou cette révolution de l'immersif, elle peut avoir lieu sous conditions. Des conditions, on y reviendra, et c'est un peu l'objet de cette table ronde, il y en a au moins deux. Ces conditions, elles sont techniques. Comment arriver à faire émerger les technologies qui vont permettre de diffuser cette immersion ? Et elles sont aussi économiques. Et là, on arrive au cœur de notre débat du jour. Quels sont les modèles économiques derrière ces usages ? Comment faire en sorte que ces modèles soient viables, pérennes, pour attirer des investisseurs, pour attirer des financements, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, et donner en fait toute la dimension à cette révolution de l'immersif. Pour discuter du coup de ces sujets et étudier les conditions justement de la massification de l'immersif, j'ai le plaisir d'être accompagné par Stéphane Millière, qui est CEO et fondateur de Gédéon Programme, par Antoine Dubois, qui est directeur marketing et expérience d'Accor, par Fabien Baratti, qui est fondateur et CEO d'Emissive, et par Guillaume Terrien, qui est associé chez Zoo Capital et qui devrait être en ligne avec nous. Guillaume, bonjour, tu nous entends ? Très bien. Manifestement, oui. Bon matin. Parfait. Le plan de bataille du jour que je vous propose, c'est une table ronde en 3 temps. Premier temps, avec l'étude d'un cas pratique pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce cas pratique, c'est Guillaume qui va nous le présenter, et c'est le cas spécifique de Zoo Capital, donc, qui est un acteur particulièrement innovant, à la fois de l'accompagnement des entreprises et également du financement des entreprises, notamment en lien avec l'immersif, évidemment. Deuxième temps que je vous propose, c'est un temps de discussion autour de toutes les initiatives que vous portez, chacun autour de la table, qui nous permettront de faire un panorama à 360 degrés des usages qui sont innovants, qui ont bouleversé les derniers mois en termes de perception, peut-être de l'entertainment, de l'hébergement aussi, on y reviendra. Et troisième temps, c'est un temps que je vous propose d'être un temps de synthèse et d'élargissement au travers duquel on va pouvoir étudier et discuter justement des conditions de la massification de l'immersif, notamment sous l'angle économique. Qu'est-ce qui fait qu'un projet aujourd'hui positionné sur l'immersif peut se développer? On a différents modèles de ticketing ou autres, on y reviendra. Est-ce qu'il y a des martingales qui commencent à exister ou à apparaître et quelles sont les conditions peut-être pour arriver à mobiliser les financements qui sont nécessaires justement à l'impulsion autour de cet immersif? Alors tout de suite, entrons dans le temps 1. Je me tourne vers Guillaume, du coup. Donc, je le répète, associé chez Zoo Capital. Guillaume, est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous faire une petite présentation de Zoo Capital, d'où vous venez, de vos activités? Ça me fait plaisir. Bien, merci beaucoup de m'accueillir. Très, très content de participer à cette table ronde. En fait, Zoo est une initiative de Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil, qui désirait offrir aux jeunes créateurs, peu importe l'âge, mais je veux dire des talents émergents, d'être bien entourés, bien se structurer et innover dans le monde du divertissement, de la culture qui change dramatiquement depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Donc vraiment, ce croisement entre l'entrepreneuriat, la créativité et la technologie était vraiment le carrefour qu'on désirait étudier et travailler. Vraiment pour les talents, évidemment, du Québec,
de Montréal, mais un peu partout à travers la planète. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé, je dirais, 4 piliers importants pour soutenir ces entrepreneurs-là. Le premier pilier est un pilier immobilier, donc on a un nid, je dirais, pour les entrepreneurs qui viennent travailler, mailler, co-développer ensemble. Il y a eu le pilier technologique, donc on a eu des partenariats avec des grandes boîtes techno, que ce soit des telcos pour la 5G, que ce soit des outils technologiques comme Unreal, de Epic Games, que ce soit Lenovo, Motorola, donc tous ces grands joueurs-là. Donc, les entrepreneurs pouvaient jouer ou expérimenter avec les technologies, je dirais, les plus à la fine pointe. Après, il y a eu la ressource, je dirais, humaine qui est importante, donc des entrepreneurs, des ex-entrepreneurs, des ex ou des CEO, des exécutifs de grandes boîtes qui peuvent justement donner des bons conseils, aider à ces entrepreneurs-là à se structurer via des programmes, je dirais, d'incubation, d'accélération qu'on connaît dans d'autres centres de formation, mais vraiment spécialisés pour le monde des industries créatives 4.0, comme on les appelle nous, le Entertainment Tech. Et à travers les 3 premières années de notre existence, on a travaillé en offrant ces 3 ressources-là. Et on a vu vraiment qu'il y avait un manque dans la chaîne de financement. Le financement pour les entreprises était très ciblé vers le service. Donc, très peu de capital donné pour des entreprises, pour la croissance d'une entreprise. C'était vraiment du financement aussi par projet, donc par mandat. Donc, les entreprises avaient toujours à développer de nouveaux projets, à les faire financer. Donc, c'était tout le temps du financement par projet, donc très complexe et très difficile pour les entrepreneurs à avoir une vision long terme. Et le financement était, bon, évidemment, très étatique, ce qui est bien, mais bon, c'est des dépenses admissibles, donc il y a beaucoup de reddition de comptes. C'est pas nécessairement un capital de croissance pour faire croître l'entreprise. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment un manque, non seulement à Montréal, non seulement au Québec, je dirais même partout à travers la planète. Les Américains touchent un peu ce type de financement-là qu'on appelle un peu plus du capital par équité, quasi-équité ou capital de risque. Donc, on a vraiment basé notre thèse d'investissement sur cette prémisse et on s'aperçoit que justement les entrepreneurs créatifs ou les créateurs cherchent à grandir d'une autre façon, puis on est très content de l'accueil. Merci Guillaume, c'est effectivement très intéressant de voir ce glissement finalement et cette complémentarité entre l'accompagnement des entreprises. Oh, je vous entends pas, je suis désolé. Ah, il semblerait que Guillaume ait perdu le son. C'est bon, super. Je disais que c'était très intéressant de voir ce glissement ou cette complémentarité à la fois entre l'accompagnement des entreprises et du coup le levier financier derrière pour arriver à les faire se développer. Est-ce que tu pourrais peut-être nous préciser la thèse d'investissement aujourd'hui du coup de Zoo Capital ? Oui, absolument. Je pense que vous l'avez, il y avait une diapo juste avant, vous pouvez la mettre en fait. Nous, la thèse d'investissement je dirais, est différente. On prend le problème d'un différent angle. Premièrement, définir ce que sont les industries créatives, c'est pas simple. Je pense que c'était la diapo juste avant. Non, juste avant. Bref, la thèse d'investissement est liée sur le monde exact des médias du divertissement. Nous, on prend parce qu'il faut définir notre territoire d'action et on prend vraiment la définition des industries créatives des Britanniques, donc vraiment tous les arts, la culture, les médias, je dirais, de plus traditionnels. On y ajoute le jeu vidéo, parce que maintenant le jeu vidéo est un incontournable. Puis on va même toucher le sport et ce qu'on appelle le bien-être, ou le wellness, ou le lifestyle. Parce que maintenant, on regarde tout ce qui se passe dans les médias sociaux, on voit que maintenant TikTok est une plateforme maintenant de communication, de distribution de musique. Donc, on veut aller toucher jusque-là. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, notre terrain de jeu. Par contre, ce qui va vraiment nous intéresser, puis c'est la diapo suivante, nous, on s'intéresse aux technologies. Aux technologies qui vont façonner, transformer la création, la distribution, la production, la monétisation du monde des industries 4.0. Puis avec 3 axes précis. Les outils. Donc, on va s'intéresser beaucoup aux outils qui aident les créateurs, les producteurs à être plus efficaces,
à automatiser leur travail. On peut imaginer, je donne comme exemple Unreal, Autodesk. Tous ces outils-là maintenant sont devenus des joueurs assez clés, importants, c'est un nouvel outil pour les créateurs. Comme l'était justement les méthodes plus artisanales dans le passé. Donc pour nous, ça c'est très important. Deuxième axe va être tout ce qui est plateforme, protocole et les marchés, les marketplaces. Donc, on le voit, il y a des nouvelles plateformes, que ce soit en immersion, on en parle beaucoup, donc que ce soit dans le VR, le AR, l'holographique. Il y a beaucoup de nouvelles plateformes qui vont nous intéresser, qui sont, à notre avis, une nouvelle scène d'expression pour les créateurs. Les protocoles, il y a de nouveaux protocoles, que ce soit par les chaînes de blocs, le blockchain, avec ce qu'on voit avec les NFT, les crypto-arts, puis ce qu'on va voir bientôt, ou on le voit déjà, avec les nouveaux protocoles liés à la 5G, qui vont permettre d'être beaucoup plus performants, efficaces, et qui vont permettre une interactivité, une immersion vraiment beaucoup plus réelle. Donc ça, c'est une des choses qui nous intéresse. Évidemment, les marketplaces, on peut penser à des Patreon qui sont maintenant valorisés à des milliards de dollars, qui deviennent des joueurs importants, clés. Et je dirais le troisième, c'est tout ce qui est l'engagement des audiences. On le voit dans les musées, de plus en plus d'applicatifs, de plus en plus d'haptiques. On parle même de sensoriel. On va maintenant payer ou pay per sense. Donc, les gens vont je dirais, avoir différentes expériences selon les sens. Puis l'immersion est un sens. Il y a l'olfactif, il y a l'aptique aussi. Donc, nous, la technologie, pour nous, est très, très, très importante. Pas parce que le contenu ne l'est pas. Au contraire, c'est ce qui nous passionne. Par contre, on a vu rapidement que les technos, c'est un tuyau, c'est un canal, mais quand on le contrôle, on va contrôler aussi beaucoup plus le contenu. Netflix, c'était le meilleur exemple, distribuait des DVD il y a de ça une dizaine d'années, et est maintenant un des plus grands créateurs de contenu au monde. Puis Roblox est en train de faire la même chose. Reste à voir pour Spotify, mais on voit maintenant que c'est important de jouer sur les deux territoires, sur le contenu et la techno. D'accord, donc un positionnement très axé, effectivement, technologie sous-jacente à l'immersion. Peut-être que tu pourrais nous présenter, du coup, quelques entreprises dans lesquelles vous êtes investi? Oui, absolument. Ben, on a reçu au-dessus de 700 applications depuis notre existence. On a accompagné une 70 environ entreprises qui ont allé chercher différents financements. J'en ai choisi peut-être 3 que je trouve intéressantes. Arcadia, qui est une entreprise, on parle d'immersion, donc je l'ai choisi. Arcadia est une entreprise assez innovante dans la technologie, mais aussi dans le modèle d'affaires. Parce que c'est une entreprise qui cherche à développer un nouveau sport. Ils appellent ça du Athletic VR, donc de la réalité virtuelle athlétique. Donc, on a vraiment un casque Oculus, on court sur un terrain, donc une technologie de tracking qui est super intéressant. Mais le modèle d'affaires est vraiment semblable au sport professionnel. Ils cherchent vraiment à créer un nouveau sport, une nouvelle ligue dans la métaverse qui se pratique chez soi, qui permet justement d'assister à des matchs professionnels de chez soi, d'avoir des transactions comme dans un stade régulier, mais justement via cette ligue qui s'appelle Arcadia. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'ils font. Ils ont fait un partenariat avec Space Jam, le film de Warner. Donc, c'est super intéressant de voir ce qui se passe là. Peut-être une autre entreprise aussi qui s'appelle BeatConnect. BeatConnect est une entreprise de Montréal qui crée un outil qui permet aux créateurs de musique, peu importe leur base, dans le fond, leur système de contrôle musical à la maison pour mastery ou produire de la musique, de collaborer à distance et de créer à distance, ensemble. Donc, plus besoin d'envoyer des fichiers puis que les musiciens ajoutent une nouvelle étape ou ajoutent la batterie ou maintenant le mastering qui se fait par après. On peut tout créer, bref, faire une session d'enregistrement ou un jam en bon québécois en live. Donc, c'est assez intéressant de voir ce outil collaboratif-là. Et peut-être une autre que je parlerai qui me vient en tête, c'est OVA.
qui est une entreprise ultra innovante à Montréal qui permet, via son produit qui s'appelle Stellar X, à tout un chacun, peu importe ses connaissances techniques ou ses compétences technologiques, de créer son propre environnement en réalité virtuelle avec l'outil. Donc, on met le casque, on rentre on utilise l'outil, on peut recréer sa maison, on peut recréer un univers. Donc, on est dans le Rec Room, Spatial, on est proche de ça, mais vraiment, vraiment d'une façon encore, je dirais, plus démocratique. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, c'est 3 entreprises, je pense, qui susciteront l'intérêt de tout notre auditoire et qui ont l'air particulièrement innovantes. Peut-être un dernier mot pour clôturer cette première phase sur le process que vous avez installé au sein de Zoo Capital pour justement arriver à ces opportunités d'investissement et pour les qualifier. Absolument. Je crois que je vais avoir une diapositive à ce sujet-là pour peut-être visualiser un peu le processus. Pour nous, c'est très important de jumeler accompagnement et financement. Parce que c'est une nouvelle méthode de financement. On apprend, c'est pas tout créateur qui est entrepreneur. Donc, on veut vraiment épauler et accompagner ces gens-là. Pour nous, le capital de risque, souvent, a une fâcheuse habitude de donner du financement, exiger des rendements. Pour nous, on va avoir une philosophie différente, moins d'investissement, mais accompagné. Donc, on cherche des équipes évidemment très fortes. 80%, je dirais, de nos critères de sélection vont être sur l'équipe. La compétence de l'équipe, technique, entrepreneuriale, leur vision. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va chercher. On va le chercher à travers un bassin, comme vous le voyez à la gauche, un bassin d'application qu'on va présélectionner par après. Et on va les accompagner en amont. En amont de l'investissement, on veut travailler avec ces entrepreneurs et ces créateurs, ces équipes, pour s'assurer qu'il y ait aussi, je dirais, une sélection commune qui se fasse. Il faut aussi choisir son investisseur quand on est un créateur ou un entrepreneur. Donc, pendant 12 semaines, on va travailler avec eux sur leur plan d'affaires, sur le parcours pour développer leurs produits, pour, à la fin, évidemment, effectuer un financement et suivre ce financement-là dans la chaîne, justement, qui suit, parce que, bon, il y a énormément d'autres financements qui vont suivre. Mais nous, c'est pour un accompagnement qui va se suivre pendant environ 52 semaines, donc une année, via, justement, des expertises, des outils et, évidemment, du flux monétaire. D'accord. Et ce sourcing des 25 à 40 entreprises par an, parce que je sais que ça peut potentiellement intéresser des entreprises qui sont autour de la table ou qui nous écouteront, c'est un sourcing international que vous faites, donc ouvert à tous. Absolument. Absolument. On a aidé plusieurs entreprises françaises. D'ailleurs, je vais saluer la Now Stage, qui était une entreprise extraordinaire de la région de Nantes, qui développe un système scénique beaconless, utilisant l'intelligence artificielle qui permet justement à tout le dispositif scénique de suivre ce qui se passe sur la scène, que ce soit théâtral, musical. Donc, c'est une technologie, c'est une équipe extraordinaire qu'on continue d'aider. D'ailleurs, ils viennent bientôt nous visiter. Donc, j'encourage absolument tout entrepreneur français de votre région qui croit justement en notre mission, qui cherche peut-être d'autres options de financement ou d'accompagnement à venir cogner à notre porte. Merci beaucoup Guillaume. C'était, je pense, le mot de la fin de ce premier temps d'échange qui est particulièrement intéressant parce qu'il montre l'intérêt qu'on peut avoir aux technologies, qu'on peut porter aux technologies et à quel point elles sont essentielles pour le développement de tout l'écosystème de l'immersion et notamment des différents cas d'usage qui vont faire l'objet de notre deuxième partie d'échange. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on revienne, je vais peut-être passer la parole à Stéphane Millière, sur différents cas d'usage et notamment une exposition qui a été particulièrement suivie et qui a été une grande réussite, je crois, qui est l'exposition Bon Pays, et que vous puissiez nous la présenter, nous dresser un petit bilan de cette exposition, avec peut-être un focus sur les aspects également économiques. Quels sont les enseignements peut-être que vous tirez autour de cette expérience-là ? Alors,
peut-être pour commencer, nous, chez Gédéon Media Group, nous ne sommes pas du tout du côté de la techno, on est vraiment du côté des contenus. Et on est d'abord un producteur de contenu pour la télévision, avec une particularité, c'est qu'on travaille beaucoup sur la science, sur l'histoire, sur le patrimoine, avec des grandes entreprises, avec des grandes institutions archéologiques. Et c'est de par ces contenus propriétaires, on pourrait dire, originaux qu'on a produits, qu'on est venu aux expositions immersives. Et là, le sujet qui nous intéresse, c'est Pompéi. Donc Pompéi, on a commencé à négocier, c'était déjà il y a 3 ans, une exclusivité sur les nouvelles fouilles de Pompéi avec le ministère de la Culture et le parc archéologique de Pompéi. On a suivi après, pendant 1 an et demi, pour nos partenaires télévisuels, et on est assez bien implanté à l'international, donc France Télévisions, la ZDF en Allemagne, Curiosity Stream aux États-Unis, la NHK au Japon et d'autres. Et donc on a suivi pendant 1 an et demi ces fouilles. Et dans le cadre de ces fouilles qui se déroulaient sur une rue, et on peut peut-être regarder des images en même temps, mais je parlerai sur les images, si vous voulez, pour ceux qui n'auraient pas vu l'exposition. Donc dans le cadre de ces fouilles, ça se passait dans une rue. Et cette rue, évidemment, avait été écroulée par le flux pyroclastique de Pompéi, de l'éruption. Et on a reconstitué progressivement la rue, elle a été scannée. Et puis ensuite, on a remis le premier étage, on a remis les peintures à l'intérieur avec des partenaires spécialisés. Et puis on s'est retrouvé donc avec une image virtuelle de Pompéi au moment des fouilles et de Pompéi tel qu'il était avant l'éruption. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit avec nos partenaires archéologues, ça serait formidable de pouvoir amener cette rue qu'on a reconstituée ailleurs. Et à ce moment, on est venu rencontrer la réunion des musées nationaux avec Massimo Zana, le directeur de Pompéi, et notamment Roy Amit qui est ici. Et il y a eu un engouement immédiatement de Roy qui a convaincu l'ensemble de la réunion des musées nationaux pour amener cette rue à Paris, au Grand Palais. Et on a commencé à travailler à ce moment-là sur la scénographie d'une rue en immersif, raconter une histoire, donc raconter l'histoire de l'éruption avec ces 3 temps, avant, pendant l'éruption et après, avec le travail des archéologues. Si on peut regarder des images, je crois qu'il y a elles vont arriver. Des images qui sont... voilà. Et donc la scénographie, le travail scénographique a commencé. Ça s'est passé sur 1500 mètres carrés, avec la construction de maisons, dans la première partie des maisons qui sont avant l'éruption, donc entières, telles qu'on les avait reconstituées, sont vraiment la copie de celles qu'on avait trouvées dans cette rue à Pompéi, avec les inscriptions, avec toutes les façades, avec les détails de toiture. Et puis... et un parcours scénographique qui racontait comment était Pompéi avec les maisons dans lesquelles on pouvait entrer. Une première maison avec la description de la ville avant l'éruption, les différents monuments. Puis on continuait à avancer. Au milieu, il y avait un amphithéâtre avec sur 18 mètres de haut le volcan et l'éruption qui arrivait toutes les 15 minutes. Donc ça, c'est devenu une attraction, notamment pour un public jeune. Et puis, dans la suite de l'exposition, on rentrait dans le travail des archéologues, avec cette descente dans les 6 mètres de la Pili, où au fur et à mesure, ils trouvent d'abord des peintures, ensuite des objets, et puis après des corps. Et on reconstituait ensuite, on expliquait le travail de l'archéologie. Et puis, dans la dernière maison, il y avait les plus belles peintures de Pompéi. Extrêmement sur l'intégralité des murs de la maison, et c'était extrêmement émouvant de se retrouver devant ces peintures qui sont exceptionnelles. Et je veux dire que le travail qu'on a fait là pour les amener au Grand Palais, ça a été de faire des centaines de photos sur les peintures des villas pompéiennes, les plus belles, et de les reconstituer, de les mettre toutes ensemble et d'avoir une très 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 haute définition, au point que le directeur de Pompéi, quand il a vu ça, il n'avait jamais vu les peintures avec cet éclairage, avec cette qualité de définition, et donc a grandi 2 fois et demi, 3 fois. Il a demandé à ce qu'on fasse la même chose à Pompéi. Voilà, donc ça c'était une expérience qui devait, Pompéi, qui devait ouvrir, je crois, le 15 avril, et pour des raisons de Covid, évidemment, ça n'a pas ouvert. Et ça a ouvert plus tard au mois de juillet, pendant 4 mois, avec une jauge réduite, 209 000 spectateurs, visiteurs, si je me souviens bien. Voilà, les images donc, arrivent. là, voilà, on voit la structure
au Grand Palais de cette salle énorme, extrêmement haute de plafond. Donc c'était formidable d'avoir un espace aussi volumineux. On voit là la première maison avec ces 3 écrans qui dialoguent. Et il y avait, j'ai oublié de le dire, évidemment, on était en coproduction avec la Réunion des musées nationaux et le parc archéologique de Pompéi. Et donc, on avait des objets issus des dernières fouilles. Et ça, c'était assez extraordinaire, puisque l'idée, c'était de faire dialoguer le réel et le virtuel, de ne mettre en virtuel que ce qui ne pouvait pas être en réel. Donc, on remettait les objets. J'entendais le directeur du musée de Metz ce matin qui disait « c'est formidable, un objet, mais on n'a pas le contexte ». Ben là, c'est exactement ce qu'on a fait. Et on a mis les objets dans le contexte des maisons reconstituées, tels qu'ils auraient pu être. Et donc, il y avait en permanence un dialogue avec des transparences par les portes où on pouvait voir dialoguer le virtuel et le réel. Voilà, après, donc je disais 209 000 spectateurs. On avait une expérience pendant 4 mois. Jauge réduite, donc on peut supposer qu'on aurait pu faire plus s'il n'y avait pas eu, on était entre les 2 périodes de confinement. Et puis une expérience VR dans un espace d'une maison reconstituée dans une autre salle, où là on a ouvert pendant 1 mois. On avait 3 pièces avec 3 possibilités de faire l'expérience qui était fouiller soi-même une des vraies maisons de Pompéi. Et là, on a pu faire passer entre 200 et 300 personnes par jour. C'était une préinscription sur Internet. Et ça veut dire qu'on a à peu près, sur le mois où ça a été possible, c'était plein tout le temps, hein, et le mois où ça a été ouvert, on a à peu près 10% des visiteurs qui ont pu faire l'expérience VR, qui était assez complexe du fait qu'il fallait nettoyer les casques, qu'il fallait des charlottes, qu'il fallait... voilà, il y a l'installation, la désinstallation. Et on avait aussi 3 postes fixes, donc ça veut dire qu'on a en même temps un taux de satisfaction énorme. C'est-à-dire que les gens qui ont fait l'expérience étaient à 95% emballés. Et en même temps, un peu j'allais dire, pas de désillusion, mais des gens qui auraient aimé faire cette expérience, qui n'ont pas pu la faire parce que c'était plein. Ou ils avaient oublié de s'inscrire, ils arrivaient sur le site. Voilà. Ah oui. Donc pour finir, c'était il y a 1 an maintenant, donc ça me paraît déjà loin. C'était une expérience extraordinaire. Je crois pour la RMN, Roy Hamid pourra peut-être en dire un mot plus tard, mais c'était assez nouveau en termes de fréquentation. Il y avait beaucoup d'enfants jeunes, et là, parce qu'il y avait vraiment plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire la capacité d'être dans l'expérience visuelle et de ne pas lire les cartels, de ne pas aller finalement regarder toutes les vidéos. Il y avait 1 heure à peu près de vidéos dans différents écrans. Donc on pouvait participer à l'expérience dans la rue. Pour les enfants, ils revenaient toutes les 15 minutes pour voir l'éruption, une nouvelle éruption. Et puis il y avait aussi l'expérience des visiteurs qui aimaient l'histoire et qui là faisaient toute la lecture des cartels, écoutaient toutes les vidéos et qui pouvaient passer 1h30. Donc il y a eu vraiment beaucoup de familles et des enfants jeunes. Donc ça, c'est avec un fort taux de satisfaction. Et ça, je pense que si on parle des usages et de la réussite, c'est plutôt bien. Oui. Ensuite, vous me disiez, et après, économiquement parlant, donc on a fait moins que ce qu'on pensait. On était en ticketing, donc on est arrivé juste à l'équilibre de cette exposition. Elle devait partir, elle devait aller à Beaune presque tout de suite après, en négociation, et Roy pourra en parler aussi, avec l'Angleterre. Et puis malheureusement, vous le savez, la période juste après, en septembre, ça a été de nouveau le confinement, et les musées se sont arrêtés pour la plupart. Donc ça a été reporté. Et puis là, maintenant, il y a une nouvelle vague de distribution de l'exposition internationale de l'exposition. C'est la RMN qui est en charge de la distribution. Et donc on espère bientôt les États-Unis, la Chine, j'espère. Donc elle peut voyager. Et après, si vous me posiez la question, peut-être que c'est trop tôt pour le dire, mais de ce qu'on aurait fait aujourd'hui, qu'on a différemment, c'est qu'on se rend compte que c'est compliqué de faire voyager une exposition comme celle-ci, 1500 mètres carrés, 44
projecteurs 4K, beaucoup d'écrans. Évidemment, les objets, mais il y a une version de l'exposition pour tourner qui est sans objet. Mais ça reste quand même assez lourd. Il y a de la construction, il y a des réglages, et puis encore une fois, le coût, la logistique de l'export est compliquée. Donc, je pense qu'il faut prévoir vraiment des choses modulables, et c'est ce qu'on est en train de travailler avec la RMN. Plus modulables, avec des capacités d'espace, de tailles différentes. 1500 m², c'est extrêmement grand pour un musée. Il y a peu d'espaces qui peuvent le faire. Et là, on est dans une exposition donc, plutôt muséographique, mais elle peut aller dans d'autres sites aussi. Les objets nécessitent qu'il y ait un cadre de sécurité qui fait qu'il n'y a guère que les musées qui peuvent accepter des expositions avec des objets. Donc c'est la raison pour laquelle on a deux maintenant possibilités, avec ou sans objet. Mais je pense que les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui sont des projets beaucoup plus modulables, avec des segments qui peuvent être dissociés. C'est très intéressant, merci beaucoup pour tous ces éclairages, notamment sur les angles économiques. Bon, la qualité de l'exposition et du contenu n'est pas à débattre, c'est une absolue certitude. Peut-être quelques enseignements que je retiens de ce que vous venez de dire. Première chose, c'est que malgré les conditions sanitaires quand même qui ont été particulièrement compliquées, il y a eu un visitorat très important. Donc ces expositions et l'immersif peut-être au sens large fait office de locomotive en fait. Ça attire un public qui est fou et donc par capillarité, ça peut permettre aussi de nourrir d'autres modèles économiques qui sont adjacents à l'immersif à proprement parler. On en reviendra peut-être sur la question de l'hébergement, par exemple. Deuxième peut-être enseignement qui est lui aussi très intéressant, c'est la question du voyage de ces expériences. On le sait, le contenu en lui-même, la production du contenu coûte très cher. Et donc pour rentabiliser et amortir ce contenu-là, on est obligé de répéter souvent différentes expositions avec un contenu qui est amorti du coup sur différents sites et différentes temporalités. Et en ça, je pense que c'est un élément peut-être sur lequel on reviendra dans notre troisième temps d'élargissement et de bonnes pratiques et de ce qu'on retient d'un point de vue économique. Peut-être une dernière question sur le financement justement des contenus, si vous pouviez nous redire un mot là-dessus. Je crois que vous avez utilisé un modèle qui est assez intéressant. C'est vrai que l'ADN de notre entreprise, c'est de produire des contenus, et notre premier client, c'est les télévisions du monde et les plateformes aujourd'hui. Et pratiquement sur tous nos projets, pas tous, on a actuellement des projets qui sont pas nés de nos projets télévisuels, mais presque tous nos projets viennent de ce qu'on produit pour la télévision. On travaille beaucoup sur l'histoire, donc dans le cadre de nos documentaires historiques, on reconstitue des espaces disparus. On l'a fait sur Versailles, on l'a fait récemment au Vatican, on est en train de le faire. On a un projet actuel sur l'atelier de Gaudi qui a brûlé en 1931, qu'on est en train de reconstituer de manière totalement réaliste et qui va exister dans une exposition à Orsay et continuer et voyager ensuite. Mais le cas de Pompéi, c'est exactement ça. On avait recréé cette rue de Pompéi en 3 dimensions. On a recréé les villas. Et ces assets, ce matériel-là était disponible. Et la manière dont et même tous les reportages, tout ce qu'on avait tourné, 99 jours de tournage sur 1 an et demi à Pompéi, donc une énorme matière documentaire qui nous avait permis de bâtir des films. C'est ce qu'on a amené en coproduction à la Réunion des musées nationaux dans le cadre de la coproduction qu'on a montée. Évidemment, la production du film lui-même, c'était 1 600 000 €. C'était un très gros financement qui a permis qu'une partie des coûts de la production des visuels de l'exposition soit prise en charge. Évidemment, il a quand même fallu les adapter puisque l'éruption sur 18 mètres de haut, ce n'est pas la 4K pour la télévision, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc il a fallu réadapter, recalculer. Et c'est Agnès Garodel, qui est aussi ici présente, qui a travaillé sur cette exposition pendant une année entière. Mais notre modèle, c'est celui-là. Voilà, mutualiser des coûts entre la partie programmation de télévision et l'exposition ensuite. Et puis, c'est un autre avantage, comme pour Gaudi aujourd'hui, on est avec la NHK, c'est que
et Arte, c'est que nos partenaires diffuseurs sont aussi des partenaires qui finalement font la promotion de l'histoire qu'on raconte et font la promotion de l'exposition qui va avoir lieu. Bien sûr. Donc il y a une espèce de double mouvement qui fait qu'on est en même temps, il y a des coûts partagés et puis il y a aussi une communication qui est au service du projet exposition ensuite. Merci beaucoup, passionnant. Je me tourne peut-être maintenant vers Antoine Dubois, qui est directeur marketing et expérience d'Accor. Donc un domaine a priori un peu plus éloigné de l'immersif pur et dur. Je viens faire un hôtelier à cette table. Oui, et pourtant... c'est vrai que l'univers de l'hôtellerie, donc Accor, c'est plus de 5000 hôtels dans le monde. On en a 1800 en Europe du Sud et 8 à Metz, donc un peu dans l'ensemble des segments. Et la finalité de l'univers de l'hôtellerie, c'est quand même une réalité physique. Hein. C'est une expérience. On vient y dormir, on vient y manger, on vient y passer un moment quand on est en déplacement ou quand on est à un local et qu'on veut venir à côté d'un hôtel quand il a quelque chose d'intéressant à proposer. Et pourtant, le côté immersif et toutes les propositions immersives ont toujours été dans nos réflexions. Moi, je pense que quand on est dans l'univers de marketing, il faut rester curieux sur les nouveaux usages, il faut rester curieux sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles façons dont les gens consomment, on va dire, le média, que ce soit en vidéo, que ce soit en audio, que ce soit à l'écrit. Et donc, on a toujours été curieux de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ces dernières années, l'univers de l'hôtellerie est passé de la fonctionnalité, il y a un bon lit, on y dort bien, à un univers très expérientiel. On veut que les gens repartent avec un souvenir de leur séjour et ce qu'on appelle, nous, les moments mémorables. C'est notre jargon à nous dans l'univers, mais être sûr qu'ils y passent un grand moment. Et l'utilisation de l'immersif chez nous, on est en train de faire ce pas aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on regardait le côté immersif sur la partie, on va dire, pré-séjour. C'est la même chose que l'appartement. On peut visiter un appartement en virtuel aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai plus de 800 hôtels qu'on peut voir en virtuel avant d'y aller pour se projeter. Est-ce que la chambre va me plaire, etc. Si j'en ai que 800, c'est qu'il faut être irréprochable pour moi quand on est dans l'immersivité, surtout d'un hôtel. C'est qu'il faut que l'hôtel soit neuf, impeccable, parce qu'on voit tous les détails. En pouvant se promener justement dans la chambre, ou si vous avez déjà fait l'exercice sur un appartement, on voit tous les défauts. Enfin, c'est très dur à cacher, on ne pourra pas tout toucher, donc ça ne marche pas non plus. Donc on était vraiment là-dessus depuis quelques années. Et j'avoue que j'ai fait partie avec ma famille de l'exposition dont vous parlez, Stéphane, sur Pompéi il y a quelques mois, qui a eu lieu à Paris. Et on fait énormément d'expériences pour nos membres fidèles, pour leur proposer des expériences qu'on ne peut pas se payer, qui n'existent pas dans la réalité. On a un deal avec le Paris Saint-Germain qui est connu et où on propose ce genre de choses. Et là, on a un petit cas d'usage que je voulais partager avec vous, et j'en ai d'autres après, mais celui-là me tient à cœur parce qu'il vient justement et inspiré de l'exposition que j'ai pu voir sur Pompéi, puisque, comme par hasard, en juin, on ouvrait un nouvel hôtel à l'entrée des ruines de Pompéi, qui s'appelle Habitat 79. Donc, pour ceux qui le savent, 79, c'est l'année où il y a eu l'éruption et où Pompéi a totalement disparu. Et on s'est auto-challengé avec les équipes, avec les prestataires, pour se dire comment on peut être dans la continuité de ce que j'avais pu voir sur l'expo de Pompéi, et se dire comment proposer à nos clients, donc après on va revenir sur le business model, mais c'est un univers payant, ils utilisent leurs points, c'est un univers qu'on s'achète, mais leur proposer un week-end où on peut revenir à l'âge des empereurs et vivre une expérience immersive à Pompéi qui puisse permettre de prolonger quelque part l'histoire. Alors, pas que tous mes clients avaient vu à l'expo, ils n'ont peut-être pas tous fait l'expo, mais en tout cas, que ça me tenait à cœur, que moi j'avais vu à l'exposition et qui m'avait totalement bluffé. Alors on peut lancer, il y a une toute petite vidéo, elle dure 1 minute 40, qui vous montre un peu l'univers. Mais donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité les gens à utiliser leurs points et à venir dans les conditions sanitaires d'aujourd'hui à vivre une expérience au sein de cet hôtel à l'entrée des ruines. Et l'ensemble du séjour, vous allez voir, se composer d'une visite de Pompéi avec un guide, mais avec des lunettes 3D qui permettaient de revoir un peu comme dans l'exposition, en étant sur le lieu physiquement lui-même, le lieu tel qu'il était avant 79 et avant l'éruption. Et tout continuait ensuite dans le même esprit,
où on a proposé à chacun de choisir un costume comme à l'époque des Romains. Donc moi j'étais en empereur, d'autres étaient Évidemment. en autre. Voilà. Vous le voyez par vous-même sur les images, avec de la musique de l'époque. Des cocktails qui n'étaient pas de l'époque, ça c'était des bons cocktails d'aujourd'hui, et leur proposer de vivre une expérience tout en ayant une vue sur le Vésuve qui avait explosé et pouvoir revivre un peu cet univers et cette explosion qui pouvait y avoir à l'époque en 79. C'est un cas qui me tient à cœur parce qu'en même temps, alors vous voyez là l'hôtel qui est merveilleux et le rooftop qui donne sur le Vésuve. Mais on a mixé l'expérience physique à l'univers virtuel pour bluffer. Ce n'était pas qu'une simple visite de Pompéi, il y avait vraiment les masques et toute la visite, le avant-après qu'on pouvait voir en live sur place. Et puis une expérience ensuite qui les emmène à vivre une expérience comme à l'époque, tiens je suis là, une période à l'époque des Romains. Et toute cette expérience-là, vous avez l'avant-séjour, vous avez le séjour l'expérience et vous avez l'après. Et on a eu le parti pris, et on le fait sur chacun de nos événements, de tourner tout l'événement en 360 pour pouvoir proposer aux personnes présentes comme un souvenir, mais aussi aux personnes qui n'étaient pas là, de vivre l'expérience après, comme s'ils y avaient été, tout simplement dans un but, parce que là, moi je travaille dans un groupe hôtelier, on est là pour gagner de l'argent quand même, mais on a une certaine finalité, pour pouvoir inviter et montrer quels sont ce type d'événements, pour donner envie d'aller à d'autres événements, qui peuvent être le Grand Prix de Monaco, qui peuvent être plein de choses qu'on met en place. On met en place 3 ou 4 événements comme ça par mois sur l'ensemble du réseau. Mais le côté immersif, c'était la première fois vraiment qu'on l'avait utilisé dans un contexte mix expérience physique et digitale, et ça a simplement cartonné. On a eu plus de 120 clients, on s'était mis sur un budget de 80 000, 120 000 euros sur l'ensemble de l'opération, et on a eu un ROI multiplié par 2. Donc, en investissant, en y croyant, mais en étant inspiré en même temps de ce qui se peut se faire dans l'univers des expositions et des musées, ça nous a emmené à vraiment réfléchir notre univers physique, émotionnel, expérientiel, et se dire comment on arrive à intégrer l'univers immersif à l'intérieur de cet univers. Le gros challenge qu'on a derrière nous, c'est comment on arrive à massifier ce genre d'expérience. Et c'est toute la problématique qui a très bien été présentée dans la première partie, c'est quelle technologie on peut utiliser, comment on peut faire en sorte que ce soit utilisable. Pompéi, c'était béni des dieux, là, vous aviez créé l'univers, vous nous aviez inspiré, mais comment on arrive à pouvoir développer ça dans beaucoup plus d'hôtels et beaucoup plus d'univers, et avec quelle technologie pour que ce soit facile d'utilisation pour nos clients. Merci beaucoup. Ça illustre effectivement très bien la capillarité justement de l'immersif dans tous les domaines de l'économie, ce que je disais peut-être en introduction, et la capacité de ce type d'expérience à être des vraies locomotives de business finalement, là où peut-être qu'on les attendrait un peu moins, et qu'on arrive finalement à sortir de la pure expérience immersive, enfin, qui n'a pour seul but que celle-là, comme une exposition immersive pure et dure, et vraiment arriver à imaginer un modèle économique global intégrant de l'immersif, et les deux se répondant et les deux permettant d'avoir du flux, de générer du coup de nouvelles recettes et une nouvelle attractivité. Peut-être sur ce point-là, du coup on a compris Accor est très, très actif et très en pointe sur ce type de technologie, on essaye de suivre les technologies, en termes d'intérêt. Oui, on essaie de suivre les technologies, de tester, de voir s'il y a une appétence, mais sur l'immersif il y a une vraie appétence client, que ce soit fonctionnellement, ouais, que dans l'expérience, si c'est bien fait, si c'est bluffant, si c'est bien dans le thème de l'histoire qu'ils vivent. Parce que nous, on ne raconte pas des histoires, on veut que les gens vivent des histoires. Et aujourd'hui, on voit bien qu'un groupe comme Accor peut être finalement donneur d'ordre de tout un tas de jeunes startups ou tout un écosystème de l'immersif, et donc contribuer à son développement, à sa croissance. Oui. Et je crois d'ailleurs que ça fait écho avec un fonds d'investissement que vous avez en interne et qui peut contribuer aussi au financement de ce type d'entreprise. Oui, ça fait quelques années qu'on investit dans l'univers digital et qu'on regarde différentes solutions dans lequel on investit. On peut aider les investisseurs à se développer pour des usages qui nous servent après, à l'univers de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Et là, on a créé en mai-juin ce qu'on appelle un SPAC, donc c'est un outil de financement pour les startups et les entrepreneurs qui veulent se lancer.
qui va nous permettre aussi d'aller voir un peu ce qui se passe aujourd'hui et d'aller réinvestir dans des nouvelles entreprises qui peuvent servir notre univers. Le but, c'est que ça serve derrière notre univers. Bien sûr. Très intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Fabien, je me tourne vers toi maintenant, fondateur et CEO d'Emissive, que beaucoup connaissent déjà, qui fait beaucoup de choses dans l'immersif et des expériences incroyables. Je te laisse peut-être nous en dire un mot. Merci Mathieu. Je vais récupérer les télécommandes. On peut déjà lancer la présentation. Donc, en effet, je suis cofondateur d'Emissive. Et Emissive, c'est une société qui crée des expériences en réalité virtuelle et en réalité augmentée pour des marques et aussi des institutions culturelles. Depuis pratiquement 16 ans. On a été fondé en 2005. Je vais vous présenter quelques références, en commençant par Mona Lisa Beyond the Glass, qui est une expérience qu'on a sortie à l'occasion de l'exposition Léonard de Vinci au Louvre en 2019 et qui a permis à ici plus de 80 000 visiteurs sur place de finalement mieux connaître l'œuvre la plus connue du monde en rencontrant, comme si elle était là en face de nous, Mona Lisa, pour en savoir plus sur qui était cette dame et comment et pourquoi Léonard l'a peint. Et puis il y a aussi plus de 20 000 personnes qui ont pu télécharger l'expérience gratuitement sur les stores pour tous les gens qui ont un casque de réalité virtuelle. Ici, c'est un modèle économique de mécénat, puisque c'est HTC, Vive Arts, qui a financé l'intégralité du projet pour le Louvre. Et donc nous qui l'avons réalisé. Un autre exemple, c'est un projet qui s'appelle The Enemy, qui est un projet imaginé par Karim Ben Khalifa, qui est sorti il y a environ 5 ans et qui était vraiment une première dans son genre, puisque c'est une expérience multi-utilisateur colocalisée en free roaming sur un très grand espace. Et le principe, c'est que là, les visiteurs, pendant à peu près 50 minutes, vont à la rencontre de combattants de différents conflits pour en apprendre plus sur ces conflits, mais aussi leur vie, leurs espoirs. C'est une expérience très touchante et qui est, elle, sur un modèle de coproduction, dont les coproducteurs sont Caméra Lucida, France Télévisions, l'ONF, Département et nous, Emissive. Et puis, en ce moment, on est en train de créer un nouveau format qu'on a baptisé les expéditions immersives. C'est un nouveau format qui est dédié à l'exploration de notre patrimoine culturel d'une manière inédite, avec un modèle économique un peu particulier dont je parlerai après. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces expéditions immersives? Alors, le principe, là, je vais vous demander d'imaginer, c'est que vous vous rendez en groupe, avec vos amis, avec votre famille, dans un lieu dédié où vous êtes équipé d'un casque VR et vous allez vous retrouver, par exemple, en Égypte. Et pendant à peu près 40 minutes, vous allez explorer, comme si vous y étiez, la pyramide de Khéops, en marchant dans les couloirs de la pyramide, en accédant à des zones qui sont interdites au public, et même en voyageant dans le temps pour vous retrouver dans l'Égypte antique. Et tout ça, vous le faites donc en marchant librement, naturellement, dans un grand espace, et en groupe, en collaboration, c'est-à-dire que vous pouvez voir et communiquer avec vos proches pendant toute l'expérience, et donc c'est aussi une expérience sociale, ce qui est finalement assez rare dans la réalité virtuelle. Ici, donc, notre objectif, c'est vraiment de donner à découvrir le patrimoine d'une manière nouvelle, d'une manière inédite. Et donc, on s'adresse aux institutions culturelles et aux exploitants pour augmenter leur attractivité, pour augmenter aussi les flux de visiteurs, pour augmenter les revenus, et puis pour innover dans leur médiation culturelle. Alors, comment on fait pour justement augmenter ces flux, augmenter ces revenus? Les expéditions immersives, elles sont basées sur une plateforme, des briques technologiques qu'on développe depuis plusieurs années chez Emissive et qui permettent de gérer toutes les composantes d'une exploitation fluide, notamment la densité de visiteurs et une gestion intelligente des flux de visiteurs. Et qui permettent donc d'obtenir une haute capacité de visiteurs, pour me répéter. Pour vous donner un exemple, sur un espace petit de 300 mètres carrés, on peut obtenir jusqu'à 200 000 visiteurs par an sur ce lieu de 300 mètres carrés.
Et bien sûr, plus il y a d'espace, plus on peut obtenir de visiteurs. Et qui dit grand flux de visiteurs dit aussi potentiel de profitabilité important. Et là, on est sur un modèle qui se rapproche de celui du cinéma, où il y a un partage de revenus sur les billetteries, où donc les partenaires du projet finalement partagent les risques. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'il y ait une profitabilité pour toute la chaîne de production, en commençant par les producteurs jusqu'à l'exploitant, et puis bien sûr en passant par les auteurs, les réalisateurs et puis les distributeurs. Pour aller un tout petit peu plus loin dans le modèle des expéditions immersives, il y a en fait deux modèles, il y a deux business models derrière. Il y a celui de la coproduction, où les coproducteurs se partagent les revenus de la billetterie de chaque exploitation d'une expédition immersive, sachant qu'une expédition immersive, c'est fait pour être exploité non pas dans un lieu, mais dans plusieurs lieux en même temps. Et puis, il y a le business model purement de l'exploitation qui est dédié à un lieu unique, où là, les distributeurs, lieux d'exploitation et exploitants vont se partager les autres revenus sur la billetterie. Donc voilà, je vais un peu rapidement là dans l'explication de ces modèles, on pourra en discuter plus longtemps. Nous aussi, on a un modèle depuis très longtemps, bien sûr, d'agence où on répond à des besoins très particuliers, spécifiques de nos clients qui sont aussi business aussi. Et voilà, je trouve ça intéressant dans un moment où finalement on a des solutions techniques qui nous permettent de créer et de diffuser maintenant assez efficacement des expériences immersives. C'est un moment justement où il faut trouver aussi des modèles financiers profitables parce que sinon, voilà, c'est le moment d'être créatif au niveau économique en tout cas. Voilà, merci. Merci beaucoup. Peut-être un mot sur les tendances de marché que tu perçois ou l'évolution du marché, parce que tu t'adresses à des institutions, à des acteurs privés, parfois même, je crois, à des marques. Est-ce qu'il y a un développement de l'engouement pour l'immersif, pour ce type d'expérience? Enfin, comment tu perçois l'évolution du marché aujourd'hui autour de ce type d'expérience? C'est vrai qu'il y a des usages très différents dont peuvent bénéficier les technologies immersives. Il y a du pur business où là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Tout ce qui est formation, prévisualisation, notamment pour visiter des hôtels ou des appartements, c'est-à-dire prendre des meilleures décisions plus vite, être plus efficace, perdre moins d'argent, c'est important pour les entreprises. Donc tout ça, c'est tout ce qui est formation, prévisualisation. Nous, on fait aussi beaucoup d'événementiels parce que, bien sûr, on fait voyager les gens, c'est magique. On peut faire passer des messages de manière très efficace grâce aux technologies immersives. Et puis, donc, il y a aussi la médiation culturelle qui est importante, où là, les modèles économiques sont quand même beaucoup plus difficiles à trouver. Ils sont à inventer. Donc là, on pense en avoir un bon avec les expéditions immersives, mais tout dépend aussi des technologies qu'on a pu développer pour le rendre possible. Donc c'est sûr qu'en tout cas, il y a un attrait qui se développe. On peut dire que c'est aussi un peu prouvé par tous les financements qui se mettent en place. On voit aussi les GAFAM qui poussent derrière. Donc c'est sûr que voilà, il y a de l'engouement. Oui. Tu me fais d'ailleurs la transition parfaite sur ma prochaine question, le prochain point que je voulais évoquer avec toi. C'est peut-être un petit retour d'expérience sur la levée de fonds, je crois, que vous avez fait il y a un peu plus d'un an maintenant, mais justement, ta perception sur la structuration de l'écosystème de financement autour de ce type de sujet et des difficultés peut-être ou des contraintes que vous avez dû affronter chez Emissive. Donc, au premier confinement, on a ce qu'on appelle closé la levée de fonds, notre première levée de fonds en 15 ans, pour spécifiquement développer ces expéditions immersives, ce format qui demande des fonds pour pousser. C'est avant tout pour garder notre avance, mais c'est aussi pour développer du contenu, développer des technologies et puis aussi développer commercialement les expéditions. Donc nous, on a la chance d'avoir on a toqué à pas mal de portes, bien sûr, mais en tout cas, on a la chance d'avoir trouvé des super partenaires très complémentaires qui ne sont pas juste des financeurs, mais qui nous aident aussi sur la partie technologique, comme avec HTC, sur la partie purement culturelle avec Arnova, ou sur la partie de plus conseil et tout ce qui s'ensuit avec BPI.
Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Donc une levée de fonds qui était dédiée au développement de l'entreprise en elle-même pour ce projet-là, mais pas pour une expédition en particulier, mais pour un stream d'expédition qui va se prolonger sur différentes années. Donc je crois même que vous en avez dans les tuyaux pour le prochain temps. Merci beaucoup Fabien. Je vous propose qu'on passe au troisième temps de cette discussion. Je vous propose que ce temps-là, ça soit un temps d'élargissement et de synthèse. On a vu beaucoup de choses, beaucoup d'usages différents, des modèles économiques aussi différents, certaines difficultés techniques qu'il faut franchir, certaines difficultés d'accès au financement aussi que pas mal rencontrent, des modèles innovants de financement des contenus ou de cofinancement des contenus. Et donc ce troisième temps, je vous propose de le consacrer aux conditions de massification de l'immersif, au sens large. Et je vais peut-être me tourner tout de suite vers Guillaume, d'abord pour avoir ton ressenti sur justement les tendances qui émergent autour de l'immersif, peut-être aussi sur le rôle de la technologie et notamment de la 5G, qui est en plein déploiement en France, on le sait, et qui est particulièrement important dans cet écosystème immersif et pour son développement. Ben, premièrement, je veux féliciter les trois intervenants. Je suis très admiratif du travail que je vois, donc bravo, en espérant qu'un jour ça voyage de l'autre côté de l'océan. Je pense qu'une des choses en immersif qui est intéressant, on le voit bien aujourd'hui, c'est multisectoriel. Et pour moi, quand on parle de l'économie de créateurs, l'immersif est un très bon exemple. On le voit maintenant, les technologies d'immersion aller dans le manufacturier, dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce que je pense que les créateurs, maintenant, ont leur lettre de noblesse. Donc, pour moi, c'est une tendance. Je pense que pour toute entreprise, la créativité est maintenant une arme secrète, ou je dirais une ressource naturelle vraiment exploitée. Très importante. Dans les tendances, pour moi, c'est sûr que la 5G va être je ne veux pas non plus être présomptueux, mais je pense peut jouer un rôle important dans l'immersif et dans la mise à l'échelle. Parce que, évidemment, l'immersif demande un traitement de données, demande une latence qui est la plus réduite possible. Et si on veut avoir des expériences communes, bon, il faut avoir une certaine densité qui améliore l'expérience. Donc, pour moi, la 5G, on regarde ça d'un œil très, très attentif parce qu'elle peut jouer un rôle, à notre avis, important dans l'immersif, même dans le manufacturier. Donc, les casques vont s'alléger une fois que la technologie va être dans les nuages ou sur le edge. Donc, va être beaucoup plus confortable pour tout un chacun. Et pour moi aussi, une des tendances à surveiller, on parle du GAFA ou du GAFAM, mais pour moi, ça va être l'arrivée des telcos, des compagnies de télécommunications dans le monde du divertissement et dans le monde de la culture. Ils ont passé, je dirais, la première vague industrielle, je dirais, numérique, mais ils ne passeront pas la prochaine. Donc, la 5G, pour eux, vont être l'occasion vraiment d'avoir une certaine emprise sur le monde immersif et sur les nouveaux modes de création. Donc, pour moi, c'est vraiment une tendance à surveiller. Pour rebondir sur cette question des technologies, on voyait tout à l'heure dans la présentation que vous faisiez des personnes avec des sacs à dos, par exemple. On sait que c'est un des enjeux de l'immersif d'arriver à avoir des devices qui soient le moins invasifs possible. Justement, cette technologie, quel rôle va-t-elle jouer là-dedans ? Oui, là c'est sûr que la 5G, c'est un vrai atout pour le développement de la VR. Alors, les casques dits autonomes, c'est-à-dire on n'en a plus besoin, qui sont donc pas branchés à un ordinateur, commencent à vraiment être très bonne facture et suffisamment puissants pour avoir des expériences vraiment intéressantes.
Mais finalement, ça ne sera jamais aussi puissant qu'un ordinateur qui est dans le cloud avec une énorme carte graphique qui nous envoie en streaming en 5G, puisqu'il n'y aura pas vraiment d'autre choix, jusqu'à notre casque. Et qui donc permet, a priori, d'alléger énormément le casque et pourquoi pas donc l'avoir dans la poche, d'avoir comme des lunettes. Hein. Donc, voilà, donc ça il va y avoir quand même des limitations avec la 5G, hein, puisque c'est difficile dans un même lieu d'avoir des données pour plein de personnes en même temps, donc, parce que ça demande des énormes débits. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va être un vrai atout pour le développement de la réalité virtuelle. Et donc, en effet, les telcos, bon, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont vraiment dessus, dans le monde entier, hein, les gros. Ils développent des contenus, ils développent des technos, ils investissent dans les entreprises. Donc, ouais, bien sûr, eux, ils veulent aussi. C'est un moment aussi pour eux de promouvoir la 5G et puis finalement les technologies à venir dans les télécoms. Peut-être Stéphane, du coup, pour rebondir sur ce sujet-là, c'est un sujet qui est important pour vous aussi et qu'il a été dans l'exposition Pompéi, qu'il sera peut-être plus encore. La technologie, vous voulez dire ? Oui, bien sûr, c'est un sujet important. Dans la VR Pompéi, nous, on avait des casques sans sac à dos et ça oblige à une simplification des décors. Et c'est vrai qu'on perd peut-être un peu de l'expérience, de la réalité de l'expérience, mais bon, c'était plus facile pour une utilisation rapide, pour faire une circulation rapide des visiteurs. Non, moi je voudrais dire la clé, c'est quand même la distribution. Évidemment, on parle demain d'essayer de faire circuler ces expositions, ces expériences VR. Donc c'est vraiment la distribution. Et on voit bien qu'il y a différents modèles et différents acteurs surtout. Il y a une grosse différence entre ce qui est ludique, et ce qui est muséographique avec des contenus plus soutenus. Dans le ludique, il y a beaucoup d'acteurs qui sont producteurs, distributeurs, qui viennent du spectacle. On l'a vu, en fait, et de fait, il y a aussi, donc il n'y a pas forcément énormément de contenu dans ces expositions qui tournent. Et puis il risque d'y avoir un effet de saturation peut-être, parce qu'on voit que sur 2022, il y a 41 villes américaines qui vont avoir une exposition immersive Van Gogh, qui sont fabriquées par 5 acteurs différents. 5 acteurs, producteurs, distributeurs, exploitants. Donc peut-être que là, du côté du privé, il va y avoir un moment où sur des contenus qui sont libres de droit, pas forcément très compliqués à fabriquer, une saturation de marché dans des salles qui ne sont pas muséographiques, puisqu'il n'y a pas de nécessité à avoir un gardiennage particulier, si ce n'est pour les projecteurs. Après, du côté de la muséographie et des contenus, on pourrait dire avec parfois des objets ou sans objets, mais des choses qui sont en lien avec des collections, comme ce dont parlait le directeur du musée de Metz. C'est pas aussi facile que ça. D'abord parce que les lieux ne sont pas toujours adaptés, donc il n'y a pas toujours les espaces pour des expositions immersives, ou pas toujours les capacités financières pour adapter du matériel qui est coûteux, que ce soit un équipement VR ou un équipement de projecteurs 4K. S'ils doivent être achetés par un musée, c'est compliqué. Il y a parfois des réticences. Il y a encore un certain nombre de grands musées qui vont très doucement parce que les conservateurs ont un peu de mal avec... je dis, c'est pas vrai évidemment pour tout le monde, hein, mais il y a encore un certain nombre de cas où ça existe. Et peut-être justement parce qu'il y a à côté des expériences qui ne sont pas du tout muséographiques et qui touchent à l'art, mais de manière un peu détournée. Donc il y a une espèce de réaction de certains musées à dire non, moi j'y vais pas parce qu'on ne veut pas être mélangé à ce type de mise en image. Et puis, on manque de distributeurs internationaux. Voilà, il y a des nouveaux acteurs qui se mettent en place. On travaille actuellement avec Manifesto, qui est un acteur français qui a de la distribution classique d'exposition de tableaux, mais qui est en train de se mettre à l'immersif et avec qui on a 2 projets. Mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et c'est vraiment comment aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait une puissance dans la distribution, notamment d'acteurs français, mais pas seulement, pour qu'il y ait une possibilité justement de faire circuler un peu plus ces créations, qu'elles soient VR ou qu'elles soient
exposition immersive. Merci beaucoup. Effectivement, la distribution, c'est un sujet fondamental et ça en est un aussi pour les usagers finaux, typiquement Accor. Vous avez des milliers d'hôtels partout dans le monde. Si demain, vous voulez déployer des expériences immersives au sein de X hôtels, cette question de la distribution va devenir cruciale. Ouais, mais on avait chez Accor il y a quelques années un Chief Digital Officer qui s'appelle Vivek Badrinath qui venait de chez Orange et qui disait toujours si on veut massifier, il faut rendre dépendant. Et comment les gens ont été dépendants de leur smartphone, c'est qu'ils avaient leur vie dans leur smartphone. Donc je pense qu'on va réussir à massifier au moment où la technologie arrivera à faire en sorte que les options d'immersivité sont dans l'outil que vous avez au quotidien. Quand les lunettes seront si légères que vos lunettes, Mathieu, aujourd'hui, et que ça pourra fonctionner et que ce sera à l'intérieur du device de la personne. La massification, je pense qu'elle passe par ça et c'est ça qui a fait le succès de toute façon de l'iPhone, d'Android et de l'usage qu'on peut avoir aujourd'hui de notre téléphone dans notre poche, c'est qu'on a notre vie dans notre poche et qu'on en est dépendant. Donc je pense qu'il va y avoir différentes phases. Nous, on essaye de regarder les différentes technologies. On rêverait d'avoir dans tous nos hôtels, alors est-ce que c'est des QR codes ou autre, mais une solution qui permet d'expliquer l'objet qu'il y a dans votre chambre, le design, le dessin, de montrer l'hôtel et son histoire avant, de manière assez simple. Mais aujourd'hui, quand on regarde les différentes technologies pour pouvoir le massifier, je peux le faire sur un très bel hôtel, mais je ne peux pas le massifier. Il faut que j'arrive à trouver un outil que la personne puisse utiliser sur son propre device et qui ait un petit effet waouh quand même. Donc on regarde, on attend. Le rôle d'Accor, c'est pas de développer des outils par soi-même, nous on fait des hôtels, chacun son métier. Mais je pense que c'est ça, c'est quand il y aura cette notion de dépendance comme les smartphones et comme les différents outils qu'on a aujourd'hui qu'on arrivera à le massifier. Et la 5G, ça on regarde aussi, parce que est-ce que ça veut dire la fin du Wi-Fi dans les hôtels et dans les lieux publics ou pas, la 5G, ça c'est une grosse question, j'ai pas la réponse, j'en sais rien du tout. Après, je pense qu'il y a un autre stade où technologiquement on va continuer à évoluer, c'est-à-dire qu'il y a notamment au Japon des expériences sur des murs de LED extrêmement fins qui finalement font que l'environnement de la pièce dans laquelle on est, sa chambre par exemple, est un environnement qui est modulable à souhait, et que le tableau qu'on a là, on peut mettre la Joconde, ou on peut mettre, et quand on est dans une définition de 8K et plus, on peut changer la couleur des murs, mettre un papier peint, ouvrir une fenêtre avec un paysage sur tel endroit. Enfin, l'immersion dans des contextes très, très, très différents, je pense qu'on est au tout début. C'est ça qui est vertigineux aujourd'hui, c'est que l'immersion, c'est une chose, l'interactivité avec l'univers qui nous entoure, c'est vraiment l'étape d'après. Et là, c'est vertigineux. Et je pense qu'on est aux prémices de quelque chose, d'un monde qui est en train de changer à une vitesse folle. Et que nos univers, peut-être même l'univers de notre maison demain, sera totalement immersif et interactif. Et ça commence. Mais j'ai l'impression que ça va très 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 vite, même pour suivre les technologies aujourd'hui, on est plutôt en train de courir derrière en permanence. Donc le futur est à imaginer et c'est encore une fois, je trouve un imaginaire assez formidable qui laisse une place à chacun aussi pour s'exprimer. Peut-être Antoine, sur ces questions de dispositifs que pourrait s'approprier Accor, il y a un enjeu, j'imagine, aussi pour vous, à ce que ça soit scalable, à ce que ça soit réutilisable assez aisément d'un hôtel à l'autre pour pouvoir, toucher tout de suite tout un panel d'hébergement. On essaie de faire en sorte que nos hôtels tout le monde connaît la situation de l'hôtellerie avec le Covid, donc on doit faire aussi avec les locaux. On le faisait déjà, mais encore plus avec les locaux qu'avec les voyageurs aujourd'hui. Et on essaie de faire en sorte qu'on ait des hôtels qui deviennent des tiers-lieux, avec différentes expériences qui sont proposées. Alors le classique, c'est le restaurant, le bar sympa, etc. Et on peut aller plus loin. Les logiques on est à la recherche de plein d'idées. On a discuté avec MK2 par exemple ou d'autres, où on pourrait discuter par rapport à installer dans une salle de réunion qui ne sert pas le côté immersif et d'aller visiter la pyramide dans un univers. Donc on a des mètres carrés disponibles
Et c'est vrai que si on développe différentes technologies, il faut être capable de pouvoir l'emmener dans les différents hôtels pour que ce soit réutilisable et que ce ne soit pas un one-shot comme aujourd'hui. Et ça rejoint finalement la question du voyage et de l'itinérance de toutes ces expositions et de la distribution. Comment est-ce qu'on adresse tous ces clients potentiels de manière organisée et efficiente? Peut-être Guillaume, je me tourne vers toi pour avoir ton ressenti, ton retour d'expérience en tant que professionnel du financement sur les modèles économiques justement autour de l'immersif. Les grandes tendances, on a évoqué certains types de modèles économiques. Peut-être un retour d'expérience de ta part là-dessus? C'est très difficile parce qu'on commence. L'immersif, je pense que bien, M. Milliard l'expliquait bien, on est en mode expérimentation, en mode innovation, donc les modèles économiques sont en train de se forger. C'est sûr qu'on voit, je l'ai dit un peu précédemment, dans tout ce qui est location-based ou dans tout ce qui est muséal ou des lieux de divertissement, des lieux culturels. Moi, on voit beaucoup ce qui va être le paiement par sensation. Donc, faire une visite régulière, après y ajouter une réalité peut-être augmentée, y ajouter de l'immersion, y ajouter du multisensoriel. Donc, on voit que ce modèle économique-là s'implante de plus en plus. Il était déjà disponible dans les cinémas. On peut imaginer les IMAX de 3D ou même les chaises qui vibraient ou qui donnaient des sensations. Donc, je pense qu'on le voit s'implanter. Dans ce qui est immersif, je dirais, à la maison, c'est compliqué parce que malgré le fait qu'Oculus 2 a réussi à démocratiser et à vendre des millions de casques, des dizaines de millions de casques, parce que c'est très difficile d'avoir les données réelles de nos amis Facebook, ça reste quand même qu'il y a des peut-être en bas de peut-être 40 millions de casques dans le monde. Donc, c'est très difficile d'avoir un modèle économique de mise à l'échelle qui va être rentable et très profitable. Donc, là, on le voit que plusieurs grandes compagnies se lancent dans justement la distribution, que c'est, bon, Facebook le dit, le Microsoft. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Je pense qu'on va voir quand même les mêmes modèles économiques d'abonnement, de subscription arriver. Peut-être une forfaitisation là, avec des bundles qui vont ajouter d'autres choses. Donc, on va voir beaucoup de ça. Et d'après moi aussi, il va y avoir beaucoup d'emprunts sur les modèles SaaS. Donc, on a vu vraiment Subscription as a Service, mais on pourrait avoir de l'Entertainment as a Service. À mon avis, ça pourrait en arriver là. Donc, il va falloir peut-être être inspiré par d'autres modèles d'affaires qui sont peut-être moins traditionnels ou moins ancrés dans le monde du divertissement et de la culture. Peut-être sur un point que tu viens d'évoquer, et ça va m'amener à une nouvelle question, c'est la question de comment est-ce qu'on vit finalement cette expérience immersive. En fait, dans les différents cas qu'on vient d'évoquer, c'est presque à chaque fois des expériences collaboratives ou sociales. On n'est pas seul dans son canapé à jouer à un jeu. Alors, justement, ça va être le sens de ma question derrière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est sur une première phase qui est une phase de développement social de l'immersif et qui pourra amener, je mets le gaming de côté, parce que le gaming, c'est un peu des early adopters qui, eux, acceptent finalement d'être dans leur canapé, peut-être enfin, avec un dispositif de VR. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il y a cette première phase de développement qui est de l'immersif collaboratif, si on peut l'appeler comme ça, et qui nous amènera, mais uniquement quand les technologies seront prêtes, avec ces lunettes légères dont on parlait tout à l'heure, à une forme d'immersion qui va pousser la porte de chacun d'entre nous de manière beaucoup plus importante. Peut-être pour réagir sur ça. Oui, je pense qu'il y a un point super important sur l'influence des jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo ont eu une influence incroyable pour tout autre type d'art et de divertissement. On peut juste le voir dans les façons de produire. Unreal est maintenant utilisé au cinéma, est utilisé pour faire de la modélisation qui est justement dans le VR. Même dans les productions, on voit les virtual productions qui, dans le monde du cinéma.
l'interactivité. Donc, je pense que le jeu vidéo, oui, est early adopter, mais a été très innovant. Par contre, il y a des choses qui se portent moins bien, justement, à d'autres industries, dans les industries créatives. Mais pour venir peut-être à la question, je pense que ça soit individuel ou collectif, je pense que le, le défi va être vraiment sur, je dirais, la mise à l'échelle ou les fréquences, parce que je ne sais pas c'était quoi, on va dire, le nombre de personnes que pouvait accueillir Pompéi en même temps. Mais ça, c'est un autre défi. C'est le défi d'encadrement, d'accompagnement et de densité dans le lieu. Donc, ça, c'est un autre grand défi de l'immersif, à mon avis. Peut-être C'est rassurant, non, ouais. que ce soit social, finalement, quand même. C'est rassurant. C'est rassurant, ouais. Peut-être sur cette question des modèles économiques, revenir en élargissant sur un autre point. On parle beaucoup de casques, de lunettes, etc. Mais finalement, rappeler que l'immersif, c'est pas forcément que ça. Et ça peut être aussi juste être sur son téléphone, immergé dans une vidéo, qui peut être une publicité sur Snapchat, sur TikTok. Et ce modèle-là, est-ce qu'il est amené, selon toi, Guillaume, à perdurer, à s'amplifier? On a vu le boom de TikTok aujourd'hui, qui est le premier réseau social dans le monde. Voilà, quel est ton sentiment là-dessus? Absolument. Je pense que l'immersif va s'intégrer dans tout. On a ici quelqu'un de l'hôtellerie qui parle et qui s'intéresse beaucoup, même investisse dans ces entreprises-là. Donc, je trouve ça super encourageant. Je pense que les gens, peu importe les industries, vont vouloir offrir une expérience immersive. D'ailleurs, le mot, des fois, me chatouille parce que qu'est-ce qui n'est pas immersif? Notre vie actuelle est très immersive. On n'a pas besoin du virtuel pour le rendre immersif. Par contre, on est capable de raconter des histoires extraordinaires et user d'imagination d'une façon différente. Donc, je pense que les marques vont être des grands leaders aussi d'immersif dans tout ce qui est expérientiel, événementiel, vont vouloir vraiment amener leur valeur justement le plus près. Je pense que l'immersif, du coup, ce qu'on tente de faire, c'est de toucher l'émotion. Puis ça reste toujours sur l'émotion. Et ça, des fois, la froideur de la technologie freine l'émotion. Donc, je pense que on va toujours pousser à amener l'immersion technologique, la rendre la plus humaine et la plus émotionnelle possible pour qu'elle ait un impact. Merci beaucoup, Guillaume. Une autre question en deux volets, peut-être sur cette question économique et peut-être plus aux professionnels de l'investissement, du coup, que tu es. Alors d'abord, peut-être que tu reviennes un instant sur, on l'a vu dans la présentation que tu as faite tout à l'heure, vous investissez principalement dans les technologies. Et donc, pourquoi ne pas investir dans les contenus? C'est quand même une question qu'on peut se poser et qui, je pense, est intéressante. Et deuxième élément, c'est quelles sont les conditions de succès, selon ta perception, donc, évidemment, dans une levée de fonds aujourd'hui pour un acteur de l'immersif? Ben, premièrement, pourquoi on a séparé le contenu? C'est parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait peu d'innovation, peu de financement dans les technologies. Puis ça a été compliqué à expliquer même aux donneurs d'ordre, aux bailleurs de fonds, parce que quand on parle de FinTech, ben la FinTech, on ne crée pas des nouvelles banques. On crée une technologie qui aide les usagers ou les banques à connecter ou des nouvelles solutions qui permettent de démocratiser le milieu bancaire. La AgTech ne crée pas des nouvelles fermes. Ben, l'entertainment tech ou la créatech, ben, c'est la même chose. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de faciliter les technologies d'application pour ce monde, dans le monde dans lequel on se projette. Donc, pour nous, c'est super important et il y a une certaine autonomie, je dirais, nationaliste aussi, je dirais, à dire que c'est pas juste à Silicon Valley qu'il faut que se développent les prochaines plateformes, les prochains outils qui vont justement influencer le monde des industries créatives. Donc pour nous, il y avait aussi un fort, je dirais, c'était très identitaire. C'était très important qu'on ait une fierté et que tout ça se fasse chez nous. Dans le financement,
Ben, c'est sûr que je n'ai parlé, c'est l'équipe. Dans les critères de financement, l'équipe va être super importante, les compétences transversales des fondateurs. Il y a évidemment aussi ce qu'on appelle le TAM, le Total Addressable Market, le marché. Donc, voir est-ce que le marché a du potentiel, est en croissance, est-ce qu'il est saturé. Donc, ça, c'est une des choses qui va être très importante. La mise à l'échelle, même si elle est difficile en ce moment, au moins voir la vision que les entrepreneurs ont ou les créateurs ont dans la mise à l'échelle. Puis, je dirais une des choses qu'on n'a pas touchées, qui est ultra importante, c'est la propriété intellectuelle. Donc, propriété intellectuelle, je dirais oui, technologique, donc les brevets, le design industriel, mais aussi une fois qu'il y a du contenu, puis ça, évidemment, je suis persuadé que les intervenants à la table vont avoir leur mot à dire là-dessus, mais la propriété intellectuelle, dans l'immersif, va être à créer. Le modèle de licence ou même de droit va être aussi à être inventé. Donc, ça va être très intéressant de voir la propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle, comment ils vont muter, comment ils vont se commercialiser dans ce monde immersif-là. Ça nous intéresse beaucoup. D'accord. Stéphane, peut-être sur ce point de la propriété intellectuelle. Alors nous, on se place du côté du projet. Hein. On est toujours c'est toujours à chaque fois, chaque exposition, chaque projet. Comme on n'est pas techno, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait des expériences VR, des expositions immersives, des choses assez diverses. Et notre objectif, c'est de créer un catalogue, notamment sur les expositions immersives, notamment sur l'histoire et le patrimoine. On a la chance, on parlait un peu de fierté nationale, mais on a la chance en France d'avoir un nombre de sites absolument extraordinaire. Et ça fait aussi, c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre ambition, c'est d'arriver à les exporter, et à les exporter en racontant une histoire, leur histoire. Donc notre business model, nous, c'est le catalogue d'exposition avec derrière une distribution, d'abord une présentation nationale et ensuite une distribution internationale, et de faire tourner une dizaine de projets dans les 2 années à venir. D'accord. Et donc avec du copyright évidemment sur les projets, puisque c'est beaucoup de choses qui sont aussi faites avec des productions originales, notamment des restitutions en images de synthèse de parties disparues de monuments existants. D'accord. Antoine, peut-être sur cette question du coup du contenu / propriété intellectuelle, comment vous gérez ça de votre côté ? C'est assez similaire à Stéphane. On va créer des projets qui appartiennent en tout cas à la coproduction. Et donc, qui nous appartiennent et qu'on va vouloir exporter le plus possible. Donc c'est vrai que c'est assez similaire sur la partie contenu. Nous, on a aussi une partie logicielle qui permet de diffuser et d'exploiter ces contenus, qui est un autre type de propriété intellectuelle. Donc pour nous, c'est deux choses qui correspondent à des modèles différents, puisqu'on a une plateforme technologique avec un business model de logiciel et un modèle économique de producteur avec vraiment basé sur les royalties. Donc ouais, bien sûr, c'est extrêmement important pour nous, la propriété intellectuelle et le développement de ça dans la réalité virtuelle. Enfin, nous, on parle plus de réalité virtuelle, plus précisément que plus globalement l'immersion, ça en fait partie. Mais oui, globalement, pour l'immersion, c'est ultra important. Mais je trouve que ça se met quand même assez bien en place sur les codes, je dirais, de l'audiovisuel. Mais bon, il y a quand même encore du travail d'évangélisation. Ouais, c'est encore à caler. Moi, j'ai un cas où on est partenaire de l'Accor Arena, donc c'est l'ancien Bercy à Paris, et on avait en tête de pouvoir diffuser 1 ou 2 chansons au début de chaque concert, par exemple, en immersivité sur Internet pour nos membres fidèles, comme d'habitude, enfin, en tout cas nos clients, en tout cas leur proposer de découvrir ça. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas fait parce que c'est pas encore extrêmement bien calé les droits d'auteur entre le tourneur, entre l'artiste, entre la salle, entre le diffuseur, entre nous. Donc il y a encore des cas d'usage comme ça où les copyrights sont encore à inventer et à caler par rapport à de nouveaux usages. C'est pas encore, enfin c'était qu'un exemple, mais
pour montrer que le copyright et les droits, c'est encore des débats sur des cas d'usage très précis. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on voit qu'on est sur un sujet qui est encore en structuration, avec une maturité technologique, une maturité dans les usages qui est en train d'entrer dans tous les secteurs de l'économie. Et je pense que cette table ronde le montre bien. Peut-être terminer cette table ronde, si ça vous va, sur un petit tour de table de l'actualité brûlante qui vous concerne, peut-être des levées de fonds que vous imaginez, des projets que vous portez, des futures ouvertures que vous souhaitez partager ou annoncer. Voilà, si chacun peut dire peut-être un petit mot là-dessus. Alors nous, il y a des projets en cours, mais qui vont être il va y avoir des conférences de presse, puisqu'on a fait la production d'une petite partie du pavillon français à Dubaï. Et là-dessus, je ne peux pas m'exprimer plus, puisqu'il va y avoir une conférence de presse dans quelques jours. On prépare une exposition immersive sur les océans qui tournera dans plusieurs villes européennes. Enfin, plusieurs villes françaises et peut-être européennes l'année prochaine, mais au moins 5 villes en France. Ça sera au printemps. On aura une partie de l'exposition, de notre restitution de Gaudi dans l'exposition à Orsay à partir du mois d'avril l'année prochaine, 2022. Et puis on travaille sur une expérience VR avec Stéphane Landowski comme auteur, qui doit être ici, et Small Studio. Également, qui est basé sur le même principe, et puis beaucoup d'autres projets que je ne peux pas nommer pour des raisons de confidentialité. Je sais qu'on est un peu tous... voilà, je pense que toi beaucoup de choses qui arrivent. Tu ne pourras pas tout dire, mais bon... Non, c'est vrai, moi c'est un peu pareil, je devrais rester très très flou, parce qu'aussi il va y avoir des annonces à venir, mais bon, là on est sur dans le format d'expédition immersive, on est sur un projet qui va sortir fin d'année et qui va être très 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 gros. Ça va être censé être l'installation VR, peut-être la plus grosse du monde. Oui, c'est ça. Donc ouais, c'est un bon teasing. Et puis en même temps, en parallèle, on crée des partenariats avec des institutions culturelles, principalement en France, pour les expéditions immersives aussi. Voilà. Mais bon, là aussi, je ne peux pas encore dire qui c'est. Du côté Accor, on va mieux, mais on espère que le business va bien reprendre et que la normalité, ou une nouvelle normalité va arriver, et que les hôtels vont bien fonctionner dans le futur. Mais on travaille sur différents événements qui arrivent, et le prochain, c'est des cours de yoga et dégustation d'huîtres sur une île éphémère le 20 septembre lors des marées basses à l'île d'Oléron. Voilà. D'accord, tout un programme. Et on est en train de réfléchir sur différents autres événements, et on a noté avec Stéphane Gaudi à Barcelone, donc on va en parler. Guillaume, tu es dans la suite du tour de table pseudo-virtuel Figital que nous avons. Très immersif comme table ronde. Non, nous, vraiment, ça a clôturé le fond. Donc, on est dans les derniers on est en train de ficeler justement les dernières étapes de la clôture du fonds pour être capable de déployer les capitaux, aider les entrepreneurs, les entreprises, en espérant d'ici la fin de l'année. Il y a tellement de beaux projets qu'on voit de partout, que ce soit sur le territoire européen, canadien, américain, asiatique. Donc, on a très, très hâte de travailler et de pair avec ces entreprises-là. Moi, l'actualité qu'on va regarder, c'est sûr, c'est l'économie de créateurs. Moi, on y croit beaucoup, là, au creator economy. Peut-être qu'on prêche pour notre paroisse, mais avec justement les entrées en bourse qu'on peut voir comme Unreal, Unity, avec Roblox, qui sont évalués, ou Patreon, qui sont évalués à des milliards de dollars. Donc, on n'est plus nécessairement dans justement de la création où on est pris au sérieux, je pense, les créateurs. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et aussi voir les changements d'ordre, les donneurs d'ordre, que ce soit Amazon qui achète MGM ou hier TikTok qui ont acheté Pico VR. Donc, je pense qu'on va voir stratégiquement dans la prochaine année des joueurs se camper. Et ça va être vraiment intéressant de voir ça. Et pour moi, justement, TikTok est vraiment aussi, je pense, une des choses intéressantes, ça va être de voir la Chine.
Quand la Chine se positionne très fort dans la culture, dans le divertissement, ils ont des moyens, ils ont différentes façons de faire les choses. Ils ont une mise à l'échelle beaucoup plus facile localement que nous. Donc, j'ai très hâte de voir, je surveille vraiment la Chine d'un œil attentif. Merci beaucoup, on le voit, donc c'est passionnant cette structuration de tout cet écosystème de l'immersif en passant des technologies, en arrivant sur les contenus, sur la distribution qui est elle aussi en train de se structurer, même si tout n'est pas parfait encore aujourd'hui. On le voit aussi au travers de tous ces cas d'usage différents qui se développent, qui fourmillent un peu partout et dans tous les secteurs d'activité. Et évidemment, c'est de bon augure pour le développement de tout cet écosystème immersif. Peut-être un dernier mot pour dire que s'il y a un message à faire passer autour de cette table, c'est peut-être tordre le cou à l'idée selon laquelle l'immersif ne reposerait que sur le mécénat. Si certains étaient tentés de penser ça, il y a des modèles économiques qui fonctionnent et des martingales peut-être à trouver encore demain. Merci beaucoup. Merci.